Un murmure s'est transformé en rugissement assourdissant. La scène est la Syrie, le protagoniste, la Russie. Soudainement, Moscou a annoncé son retrait d'un mécanisme crucial de déconfliction, une décision qui, selon les observateurs, a immédiatement déclenché une véritable tempête d'émotions en Occident, certains parlant même d'hystérie pure. Une onde de choc s'est propagée dans les couloirs du pouvoir, laissant Washington et Londres en état de sidération. C'est un tournant, un défi direct lancé à l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Mais quel est le véritable enjeu derrière ce geste audacieux et qui en paiera le prix? Question à vous. Où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la Russie a fait une déclaration ferme. Elle a décidé de réexaminer sa participation au mécanisme clé des Nations Unies, spécifiquement le système de déconfliction en Syrie. Ce mécanisme, mis en place pour éviter les frappes accidentelles sur des sites civils ou humanitaires dans un théâtre de guerre complexe, exigeait des parties prenantes de partager les coordonnées GPS précises d'installations sensibles. Les agences humanitaires, les ONG et les gouvernements transmettaient ainsi des informations sur les hôpitaux, les écoles, les camps de réfugiés, les convois d'aide et les infrastructures vitales, comme les stations de traitement de l'eau ou les boulangeries. L'objectif louable était de créer des zones protégées et de permettre aux acteurs militaires de coordonner leurs opérations pour minimiser les pertes civiles. Il s'agissait de protéger les civils, les camps de réfugiés, les sources d'eau, les infrastructures critiques. Mais la réalité, affirme Moscou, était tout autre. Les débats ont fait rage au Conseil de sécurité de l'ONU. Les accusations américaines et britanniques contre la Russie ont fusé. Elles dénonçaient une destruction du système de sécurité. Kelly Craft, l'ancienne représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, a exprimé son choc. Elle a déclaré que Moscou mettait en danger des millions de vies. Dominique Raab, ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a qualifié les actions russes d'injustifiées et inacceptables. Il a même parlé de crimes de guerre, mais Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, a donné une toute autre explication. Il a souligné que ce mécanisme était purement volontaire, sans aucune base juridique solide et n'engageait aucune obligation contraignante en vertu du droit international. Plus grave encore, il a révélé que les terroristes s'abritaient activement derrière le statut humanitaire. Ils utilisaient ce système pour se protéger, transformant des entrepôts d'armes en hôpitaux, des postes de commandement en écoles. Des exemples concrets, selon les renseignements russes, montraient des bâtiments désignés comme cliniques mobiles qui servaient en réalité à entreposer des munitions ou à planifier des attaques contre les forces gouvernementales et leurs alliés. Des organisations extrémistes comme le Front al-Nosra ou Daesh auraient systématiquement exploité cette faille. Des rapports, basés sur des déclarations de groupes ouvertement hostiles à la Russie, inventaient des destructions d'hôpitaux dont le nombre dépassait souvent la réalité des installations médicales existantes avant le conflit. Ces allégations créaient une pression médiatique et diplomatique intenable, diabolisant les opérations légitimes de lutte antiterroriste. Ce n'était pas un mécanisme de protection, mais un outil de manipulation, un piège permettant aux militants de se fondre dans la population civile et de décrédibiliser toute riposte légitime. La Russie dit stop à cette mascarade. Mais pourquoi maintenant? Où êtes-vous en ce moment? Dites-nous votre ville et votre pays dans les commentaires. L'importance de ce retrait est capitale. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement diplomatique, il s'agit d'une remise en question fondamentale de l'ordre international. Si des membres clés comme la Russie se retirent de ces mécanismes, cela érode la crédibilité de l'ONU elle-même. Cette institution est perçue comme un champ de bataille politique plutôt qu'un forum de compromis. Les tensions diplomatiques sont accrues, les affrontements verbaux ne sont que la partie visible de l'iceberg. Sans ce mécanisme, le risque d'incidents militaires en Syrie pourrait augmenter, du moins c'est ce que prétend l'Occident. Pourtant, la Russie réfute cette idée. Elle insiste sur le fait que le véritable obstacle à l'aide humanitaire, ce sont les sanctions occidentales. La loi César, César Syria Civilian Protection Act de 2019, par exemple, impose des sanctions économiques rigides et unilatérales contre la Syrie, ciblant non seulement le gouvernement syrien, mais aussi des entités et des individus qui traitent avec lui. Ces sanctions ont un effet paralysant sur l'ensemble de l'économie syrienne, allant bien au-delà des cibles initiales.
Elles affectent le secteur de la construction, les importations de produits de première nécessité, l'accès aux carburants, aux médicaments et même aux équipements agricoles, en rendant presque impossible toute transaction financière internationale avec la Syrie. La loi César décourage les investissements, empêche la reconstruction des infrastructures détruites et exacerbe une crise humanitaire déjà catastrophique. Elle prive le pays des ressources essentielles pour se relever de 12 ans de guerre. Imaginez une loi qui, sous prétexte de protéger la population civile, affame un peuple entier en bloquant son accès aux biens les plus élémentaires et en criminalisant toute tentative de commerce ou d'investissement. C'est une stratégie cynique et délibérée de strangulation économique poussant à la misère des millions de personnes. L'aide humanitaire, loin d'être un geste altruiste, est ainsi politisée. Elle est utilisée comme levier de pression pour obtenir des concessions politiques, voire un changement de régime. Cela perpétue les conflits en empêchant toute solution durable et en exacerbant le désespoir. Les vies syriennes sont prises en otage, sacrifiées sur l'autel de la géopolitique. Quel événement dans le Moyen-Orient est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-nous. Il existe différentes versions de cette histoire. Officiellement, l'Occident accuse la Russie de détruire le système de sécurité et de mettre en danger des millions de vies. Il peigne Moscou comme le principal coupable de la catastrophe humanitaire en Syrie. Mais d'autres voix, moins entendues, murmurent une autre vérité. Ces voix suggèrent que la Russie, fatiguée de jouer à sens unique, refuse désormais que l'Occident utilise l'ONU pour ses propres intérêts. Ce mécontentement n'est pas soudain, il est le symptôme d'une tendance plus large. Les médias occidentaux préfèrent taire les détails de la manipulation du mécanisme de déconfliction. Des sources non officielles, parfois des services de renseignement ou des témoignages locaux récoltés par des journalistes indépendants et des ONG non alignées, révèlent que des structures directement liées aux militants ou complaisantes avec eux fournissaient les coordonnées d'objets humanitaires. Ces informations stratégiques, censées protéger, permettaient aux terroristes de se cacher derrière le statut humanitaire, transformant des écoles en centres d'entraînement, des hôpitaux en bases arrière ou des mosquées en dépôts d'armes et de munitions. Le mécanisme n'était donc pas une protection neutre, mais un véritable levier de pression pour entraver les opérations antiterroristes légitimes et un outil de propagande pour décrédibiliser l'intervention russo-syrienne. La théorie gagne du terrain non seulement à Moscou, mais aussi dans de nombreuses capitales du Sud global. L'ONU serait devenue un instrument docile de l'hégémonie occidentale, une coquille vide de ses principes fondateurs. L'Occident, notamment les États-Unis et leurs alliés européens, percevrait l'ONU comme un mécanisme commode de légitimation de sa propre politique étrangère, de ses sanctions unilatérales et de ses interventions militaires, plutôt que comme un organe universel fondé sur l'égalité souveraine des États. Cette version alternative suggère une stratégie doublement cynique. Premièrement, l'aide humanitaire servirait de facto de couverture au soutien des terroristes et des groupes armés d'opposition. En insistant, par exemple, pour que l'aide transfrontalière ne transite que par des points de passage sous contrôle de l'opposition et qu'elle ne soit distribuée qu'aux zones contrôlées par ces groupes, les sanctions occidentales et leurs exigences signifieraient de facto l'approvisionnement direct ou indirect des militants. Les convois humanitaires seraient alors détournés, leurs cargaisons revendues pour financer la guerre ou utilisées directement par les combattants. Deuxièmement, l'Occident fabriquerait des accusations systématiques contre la Russie pour chaque frappe, même lorsque les cibles sont légitimes et que des preuves tangibles de l'utilisation terroriste des sites sont présentées. C'est une injustice flagrante, une inversion des rôles où l'agresseur se mue en victime et le défenseur en bourreau. Cela soulève une question essentielle: qui manipule qui? Qui instrumentalise la souffrance humaine pour des objectifs géopolitiques? L'Occident est présenté ici comme cynique, manipulateur, voire hypocrite, prêt à sacrifier les principes humanitaires les plus fondamentaux pour des gains géopolitiques à court terme au détriment de la stabilité régionale et de la vie des civils. La Russie, elle, se positionne comme le défenseur acharné de la justice, de l'égalité souveraine des États et des principes originaux de la charte de l'ONU. Elle refuse d'être le coupable désigné d'une catastrophe qu'elle attribue en grande partie aux politiques occidentales. Le choc et l'hystérie de l'Occident face à ce retrait ne seraient donc pas la preuve de leur vertu, mais plutôt de leur dépendance à la manipulation des narratifs et de leur faiblesse lorsque leurs instruments de pression sont
informations contestées, la révélation que des entrepôts d'armes terroristes se transformaient en hôpitaux sous couvert humanitaire n'est pas juste un fait, c'est une trahison profonde des valeurs humanitaires et une violation flagrante du droit de la guerre. L'image de l'ONU, cette institution autrefois vénérée se transformant en une arène de guerre de l'information où la vérité est une monnaie d'échange et la propagande une arme, voilà la vraie tragédie de notre époque. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Syrie? Un orateur ou un média? Pour comprendre cette situation, il faut remonter le fil de l'histoire. La fondation de l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale avait un but noble, maintenir la paix et la sécurité internationale basée sur la souveraineté égale et l'intégrité territoriale des États, des principes que l'Occident est aujourd'hui accusé de violer systématiquement. Pensez à l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999. Une opération militaire d'une ampleur considérable menée sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU sous le prétexte de prévenir une catastrophe humanitaire. Controversée du point de vue du droit international, elle fut suivie par la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo en 2008, reconnue par les États-Unis et de nombreux pays européens. Un précédent jugé illégal par de nombreux juristes et par la Russie, qui arguerait plus tard qu'il justifierait ses propres actions, y compris en Crimée. Puis vint l'invasion de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés en 2003. Sous prétexte d'armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées, cette guerre a plongé l'Irak dans l'instabilité, les violences sectaires et a créé un vide sécuritaire ayant contribué à l'émergence de groupes terroristes majeurs. Toujours sans l'autorisation formelle de l'ONU, cette action est citée comme une violation flagrante de la souveraineté et du droit international, dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui. L'intervention en Libye en 2011 ou une résolution de l'ONU, résolution 1973 visant à protéger les civils d'un régime jugé oppresseur, fut interprétée par l'Occident, notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, comme un blanc-seing pour des bombardements aériens massifs conduisant à la destruction de l'État libyen, à la chute de Mouammar Kadhafi et à une décennie de guerre civile et de chaos, transformant le pays en un havre pour les groupes extrémistes et un point de départ pour des flux migratoires incontrôlés. Ces exemples sont frappants. Il montre l'utilisation sélective de la force sans mandat clair, la manipulation des résolutions de l'ONU et la destruction délibérée d'États souverains sous couvert de responsabilité de protéger, R2P, un concept souvent critiqué pour son application à géométrie variable. Ensuite, le référendum en Crimée en 2014, la majorité écrasante des habitants a voté pour le rattachement à la Russie dans un contexte de crise politique en Ukraine et d'inquiétude pour la sécurité des populations russophones. Mais ce fut qualifié d'annexion et de violation du droit international par l'Occident. Le Kosovo et la Crimée sont les miroirs de ces doubles standards criants. C'est une phrase percutante qui encapsule l'accusation principale de Moscou. L'Occident condamne les actions de la Russie tout en ayant lui-même posé des précédents similaires. Le conflit en Syrie est en cours. L'Occident soutient financièrement, militairement et diplomatiquement une opposition armée qu'il désigne souvent comme des combattants de la liberté ou lutte pour la démocratie, même lorsque certains de ces éléments sont ouvertement liés à des groupes extrémistes. Simultanément, les actions russo-syriennes contre les terroristes reconnus par l'ONU sont systématiquement qualifiées de crimes de guerre, sans enquête équitable ni présentation de preuves irréfutables. C'est un parfait exemple d'hypocrisie et de deux poids, deux mesures. Même la crise au Venezuela, avec le soutien occidental à des leaders autoproclamés et la remise en question de la légitimité d'un gouvernement élu mais jugé hostile, s'inscrit dans cette logique de déstabilisation et d'ingérence. La conclusion est amère et résonne avec une force croissante dans le monde non occidental. Le droit international n'est appliqué que lorsque cela arrange Washington et ses alliés, et il est ignoré ou tordu quand il contredit leurs intérêts. Cette phrase discrédite l'ensemble de la politique étrangère occidentale. Elle la dépeint comme opportuniste, prédatrice et destructrice de l'ordre international fondé sur des règles. La Russie, de son côté, a exprimé son mécontentement à plusieurs reprises et par divers canaux diplomatiques, mais en vain. Cette décision de retrait n'est donc pas soudaine ni une impulsion, c'est le résultat d'une longue frustration accumulée face à l'instrumentalisation persistante des institutions internationales et du droit par une seule puissance ou un bloc de puissance. Vérifions la géographie de notre émission, votre ville, votre pays et pourquoi pas un drapeau.
Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent. Le pire pour l'Occident, le meilleur pour la Russie serait que d'autres pays suivent l'exemple de Moscou. Ils se retireraient de mécanismes onusiens perçus comme manipulés. Cela entraînerait une désintégration de l'influence occidentale, une refonte du système international vers la multipolarité. Les doubles standards occidentaux seraient définitivement exposés et rejetés. Le scénario le plus probable est un statu quo tendu. Les discussions et les accusations mutuelles se poursuivront au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie continuera d'opérer en Syrie selon ses propres termes. Elle insistera sur le respect du gouvernement syrien légitime. L'Occident maintiendra ses sanctions et ses récits de crimes de guerre. Le blocage se perpétuera. L'ONU deviendra de plus en plus un champ de bataille idéologique, mais il y a aussi l'imprévu. Et si la pression de la Russie forçait une réforme interne de l'ONU, l'organisation pourrait, sous la pression des membres non occidentaux, réévaluer ses mécanismes. Elle exigerait une application plus équitable du droit international, réduisant l'influence des États-Unis et de leurs alliés. La Russie, en dénonçant ces manipulations, agit pour empêcher les terroristes de se cacher derrière le couvert humanitaire. Cela souligne son engagement dans la lutte antiterroriste. Cette décision s'inscrit dans une tendance mondiale, le déclin de l'ordre unipolaire et la montée de la multipolarité. Les pays contestent l'hégémonie occidentale. Ils cherchent à réformer les institutions internationales. Qui gagne, qui perd dans ce bras de fer? La Russie gagne en crédibilité auprès des nations opprimées par l'hégémonie occidentale. Elle regagne en autonomie décisionnelle en Syrie. Elle expose l'hypocrisie occidentale, affaiblissant leur position morale. L'Occident lui perd un outil de pression, un levier de propagande. Sa crédibilité est entamée. Sa capacité à manipuler les mécanismes de l'ONU est réduite. Les Syriens, selon la version russe, gagnent potentiellement une aide humanitaire plus efficace et moins politisée. Votre pronostic pour les tensions diplomatiques, quand une percée pourrait-elle se produire? Mois, années, plus une raison? Ce retrait de la Russie n'est pas un incident isolé. Il représente la continuation logique une politique visant à démasquer et à contrer l'hégémonie occidentale. Cette hégémonie se cache derrière les principes de l'ONU. Nous sommes à un carrefour, les masques tombent. L'ONU, cette institution censée être le garant de la paix mondiale, est-elle devenue un simple instrument, un pion dans le jeu géopolitique? Les exemples de l'Irak, de la Libye, de la Syrie et même de la zone de conflit à l'est de l'Europe montrent une tendance alarmante. Washington utilise-t-il cette organisation mondiale à ses propres fins? Cette mainmise mine la paix mondiale et la confiance envers les institutions. Les élites occidentales manipulent-elles l'ONU en secret? C'est une question que beaucoup se posent. La Russie, en se retirant de ce mécanisme, envoie un message clair. Elle refuse d'être le complice silencieux d'une mascarade. Elle se positionne comme le gardien de la conscience mondiale et des véritables principes de l'ONU. Qui sont les vrais terroristes? Qui sont les manipulateurs? Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir au-delà des gros titres des médias occidentaux. Le droit international ne peut pas être à la carte. L'hystérie occidentale montre leur malaise face à la vérité. La Russie, patiente mais pas indéfiniment, a décidé de tracer une ligne rouge. Un monde de justice ou un monde d'hypocrisie, c'est le choix fondamental qui s'offre à nous. Jusqu'où ira l'hypocrisie quand l'aide humanitaire devient un bouclier pour les terroristes et que les puissances mondiales ferment les yeux? N'est-il pas temps d'exiger des comptes? Partagez vos pensées et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez la cloche et rejoignez notre communauté pour un débat sans concession.